Il n'y a personne qui est libre. Il y a le même code de sécurité pour tout le monde. Tu peux pas marcher dans la rue avec ton téléphone, avec des bijoux. Si tu veux vraiment marcher dans la rue, tu dois être le plus simple possible. Même là, c'est un risque. Mais il y a des codes. Dans la voiture, tu dois cacher ton téléphone aussi. Dans les restos, il n'y a pas un moment où tu peux être tranquille, sauf si tu es avec vraiment des bonnes sécurités. Personnellement, je n'ai jamais marché toute seule dans la rue. Jamais été dans un bus toute seule. Bon, dans un bus en général. C'était la sécurité maximum, on peut dire. Des voitures avec de blindés. Et bien sûr, il y a des gens qui montrent de l'argent là, mais c'est un risque. Ça veut dire que tu dois vivre tout le temps avec de la peur. Et je connais pas personne qui avait pas une famille, un membre de sa famille qui était pas kidnappé. Tout le monde au Venezuela a une histoire avec l'insécurité, des kidnaps, des robberies, tout le monde. Moi, j'avais de la chance parce que c'est à mes 18 ans que j'étais volée par la première fois, moi toute seule. Moi, j'étais volée plein de fois avec ma famille, mais moi toute seule, c'était à 18 ans. Mon frère, il avait plein de choses beaucoup plus graves que moi, mais c'était aussi parce que moi, j'étais tout le temps protégée parce que j'étais la petite fille. Je marchais dans la montagne toutes les semaines parce que c'était un espace naturel, c'était un espace tranquille, presque abandonné. Une semaine avant de partir, j'étais là et un garçon, il est venu avec son pistolet. Il a tiré. Il a pris toutes mes choses. Et mon père, il était complètement fâché parce qu'il a dit que même dans la montagne, c'était dangereux et on ne peut pas faire confiance parce que c'est la nature. Donc, moi, j'étais hyper déçue à ce moment-là parce que la montagne, c'est le seul endroit où je me sens libérée de toute la toxicité au Caracas. Et une semaine avant de partir, voilà, la montagne est intoxiquée par la violence et la criminalité. Quand j'avais 3 ans, plus ou moins, ils ont essayé de me kidnapper. On était dans un parc. À ce moment-là, c'était pas si dangereux. C'était 2003, plus ou moins. Ma maman était en train de mettre leur ceinture dans la voiture. Et un garçon et une fille sont arrivés. Il a essayé de voler la voiture. Moi, j'étais dedans. Et ma maman a sauté dedans la voiture. Elle m'a pris dans ses bras avec la voiture qui roule. Et à la fin, la fille et l'homme ont laissé ma maman de nous prendre, ses enfants, et ils sont partis avec la voiture. Tout le monde a vu quelque chose d'horrible, et c'est la normalité. Mon frère, il était kidnappé pendant quelques heures, mais heureusement, ma maman travaille avec une espèce de business qui fait des négociations pour libérer les gens. Parce que le kidnappeur, il t'appelle et il demande de l'argent et tu dois négocier. Donc, il n'y avait pas beaucoup de problèmes là parce qu'on était vraiment bien préparés pour ça. Il y avait tout un discours que je connais, mon frère connaît, pour dire si on est kidnappé. On ne doit pas dire que ma maman travaille dans la politique parce que normalement, quand tu es kidnappé, il te demande tout et il appelle ta famille pour confirmer l'information que tu viens de dire. Donc, on a tout en préparation. Si un jour on est kidnappé, on doit dire que mon père, il est prof d'université, ma mère, elle est prof aussi. Donc, ça, c'est pas de famille très riche. Donc, il ne demande pas beaucoup d'argent, si tu dis ça.
C'est tout un argument que tu dois dire. Tu dois mentir de où tu vis, tu dois mentir de l'école que tu es. Parce que si tu commences à dire des informations qui montrent un peu de classe haut, ils demandent plus en plus de l'argent. Au Venezuela, il y a les kidnappings au hasard ou les kidnappings spécifiques où il te connaît, il te suit pendant des semaines, il sait qui tu es. Ou parfois c'est même la police qui abuse de gens qu'il prend, Okay, wait, let me organize my ideas. 2 seconds. Because it's complicated. Alors, mon frère, il était dans une voiture qui attirait l'attention de la garde nationale, qui a assumé qu'il a de l'argent. Donc, il était arrêté et il était humilié pendant des heures, sans explication. Et ils ont demandé beaucoup de questions sur sa vie personnelle pour savoir s'il a de l'argent pour payer. C'était une espèce de kidnapping avec de l'autorité, complètement criminelle et abusée. Et ils ont appelé ma famille, mon père et ma mère, pour demander de l'argent et en train d'essayer de faire une espèce d'argument qu'il a fait quelque chose de mal. Mais c'était complètement faux et ça arrive beaucoup de fois, même si c'est comme ça, avec une situation grave ou si c'est quelque chose de simple qu'il te prend dans la rue et il te demande d'acheter une pizza et comme ça il te laisse tranquille et il abuse de la loi, il abuse de cette manque de respect de la loi qu'il y a toujours au Venezuela. Mon frère, il était kidnappé pour la police. On peut parfaitement dire ça, parce qu'il n'y avait aucune raison, il n'y avait aucune justification, et à la fin, il n'y avait aussi aucune record, parce qu'il n'y a pas fait quelque chose de mal. Donc, dans le système, il n'existe pas, dans le système légal. C'est juste la manière de la police d'avoir de l'argent, parce qu'ils ne sont pas bien payés, et il utilise l'autorité qu'il a pour faire peur et gagner de l'argent d'une manière complètement illégale. Et c'est une espèce de petite histoire qui montre le système complètement corrompu au Venezuela. Le plus difficile là-bas, c'est quand tu es vraiment en danger, tu peux pas appeler la police. C'est comme les films d'horreur, tu vois, qu'il y a quelque chose d'horrible qui passe et tu te demandes pourquoi il appelle pas la police. Mais plus en plus que je grandis, je me rends compte qu'au Venezuela, la police n'existe pas. La protection de la police est pas là. Et parfois, t'as plus peur de la police parce qu'ils sont corrompus et il a aussi de l'autorité. Donc, c'est pas un système où tu peux te sentir protégé, pas du tout. Il y avait beaucoup d'agressivité, beaucoup d'injustice. Et à ce moment-là, mon père, il a dit, tu dois quitter Venezuela, tu dois aller au Belgique faire tes études là. Et moi, j'étais d'accord parce que c'est le moment de partir, c'est le moment parce que j'ai terminé mes études, c'est le moment d'apprendre et changer de vie, changer de réalité. Et tous mes amis partent aussi, et tous mes amis. Le Venezuela a changé complètement. Si je retourne maintenant là-bas, c'est rien comme avant. Parce que tout le monde est parti, tout le monde a peur. Personne n'a envie de vivre là. Si tu as de la chance de partir, tu vas partir. Même si c'est à Colombie ou l'Europe ou aux États-Unis, il faut.
C'était pas juste un jour, c'était tout un mois de conflits chez moi. Parce qu'il a appelé ma tante ici, en Belgique, pour proposer de me prendre dans sa maison. Et ma tante, elle a dit non. Parce que ici en Belgique, c'est aussi un peu compliqué, il n'y a pas beaucoup d'espace, c'était compliqué. Et mon père, il demande pas les choses deux fois. Donc il a dit ok, voilà, elle peut pas, ça va. Mais ma maman a appelé encore une fois ma tante. Elle a dit tu comprends pas, c'est pas juste que fille au père, c'est pas pour faire ses études, c'est quelque chose de vie ou mort. Elle est en danger. Je veux pas que ma fille de 18 ans peut être violée ou kidnappée ou tuée pour la police pour sortir tous les jours et faire de la proteste pacifique. Donc ma maman a vraiment montré à ma tante que c'est quelque chose de très important et c'est pas quelque chose de simple. Et ma tante a dit ok, on va trouver un moyen de la accueillir ici. Et on a fait ça, je suis arrivée ici sans beaucoup d'organisation. C'était d'un jour à l'autre. Ma maman a dit oui, ta tante a dit oui, tu dois partir dans une semaine.